Dans quelques instants, vous allez pouvoir écouter la deuxième entrevue qu'on a faite dans le cadre des élections municipales pour la Ville de Québec. Aujourd'hui, on reçoit Claude Villeneuve, qui a été assez gentil pour nous accorder cette entrevue-là d'une heure. Ça s'est très bien passé. On a discuté de beaucoup, beaucoup de sujets, des éléments précis de son programme. J'espère que ça va vous intéresser. De notre côté, comme la semaine dernière, il y a une émission complète d'actualité qui va être sur Patreon. Donc, publiquement, on diffuse l'entrevue aujourd'hui. Mais sur Patreon, sur les formules payantes du podcast, il y a la formule régulière avec une émission complète de près de 2 heures d'actualité. Donc, sur ce, je vous dis bonne entrevue. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Donc, on continue avec notre série municipale parce que c'est les élections municipales. On est dans la région de Québec aujourd'hui. On a notre invité Claude Villeneuve pour cet entretien. Premièrement, Claude, gros merci d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour moi. Est-ce qu'on peut le dire qu'on est dans mon district en plus, que vous Ben êtes oui, on à peut le dire. voir Ben oui, on pour peut le cette dire. occasion-là? Ça donne bien. Je voulais t'en parler de ton district. Faut qu'on se parle de stationnement. Ah, oui. Ça Ça n'a pas été L'éléphant dans la facile. pièce. Ça n'a pas été facile trouver un stationnement. Puis on est dans une zone où est-ce qu'il y a beaucoup de pancartes de 60 minutes, par Ouais. exemple, ainsi de suite. Moi, j'étais là. La première réflexion que j'ai eue en sortant de mon véhicule, c'était là, OK, je vais-tu me mettre ici? Y a-t-il un policier qui va passer? Je sais pas, je suis correct? Je serai pas legit d'ici la fin du podcast, c'est à peu près sûr. Fait que je me dis, pourquoi j'ai pas l'option de payer, par exemple? Pourquoi il y a autant de pancartes? Je me doute que s'il n'y a pas de pancartes, probablement qu'il y a trop de monde qui vient stationner. C'est probablement la raison. Mais est-ce que présentement, c'est vraiment optimal la façon qu'on gère le stationnement dans la Ville de Québec? En fait, c'est qu'il y a quelque chose de tout nouveau ici, c'est qu'on a un corridor Vélocité, les corridors vélo de Bruno Marchand, qui vient d'être installé, ça fait à peu près un mois. Là. OK. Ça a été aménagé. Puis là, il y avait beaucoup de stationnements sur rue, puis c'était des 60 minutes, c'est justement pour les commerces. Puis pourquoi on met du 60 minutes? C'est parce qu'on veut qu'il y ait un roulement au bénéfice des commerces. On ne veut pas que ce soit le monde travaille dans les commerces qui se parque en avant du magasin. On veut que ce soit des clients. Donc là, tous ces stationnements-là ont été retirés, puis on va comme repousser un peu les 60 minutes vers les rues transversales. Dans le résidentiel, autrement. C'est ça. Il y en a de l'espace pour le stationnement, c'est parfait, mais si tu mets du 60 minutes partout, tu enlèves des options aux gens. Là, maintenant, si tu vas vers des parcomètres, ben là, c'est ça. Tu vas favoriser un roulement, tu vas pouvoir avoir une plus longue durée, mais c'est ça. Là, il va falloir payer. Fait que moi, je ne suis pas satisfait là, de l'aménagement tel qu'il a été fait présentement, puis c'est clair qu'il va falloir regarder ça. On le laisse vivre, là, on voit comment ça se passe, on va voir la rétroaction aussi des commerçants. Mais à venir jusqu'à date, c'est. Tu sais, ça, le corridor Vélocité, il y en a qui ça fait plaisir, mais il y en a qui ça complique la vie. Puis, tu sais, avec Bruno Marchand, disons, le retour sur l'opération, là, c'est rare qu'il se fait. On va s'assurer que ça se fasse dans quoi ici. Là. Justement, parlons-en du maire, parce qu'un des commentaires, tu le sais, tu te le fais souvent dire, des gens qui reviennent souvent, c'est Villeneuve, c'est comme Marchand. Pourquoi Villeneuve, c'est pas comme Marchand? Ben, en fait, moi, je suis un pragmatique. Bruno Marchand, il est idéologique. Puis, tu sais, je le dis souvent, sur lui, Bruno a un corridor vélo, quelle que soit la façon qui est aménagé, c'est qu'il soit mal foutu, que ça complique la vie du monde, ce corridor vélo, c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour. Il y a d'air à tout un cadre idéologique autour du vélo en ville. Moi, offrir des options aux gens qui veulent se déplacer en vélo, je suis pour ça. Moi, je suis pour le libre choix. Mais à un moment donné, il faut pas que ça. C'est des affaires super pragmatiques, c'est des affaires super concrètes. Tu peux pas te laisser guider par l'idéologie quand tu fais des aménagements de même. Fait que moi, c'est, tu sais, parce que je critique pas tout azimut les aménagements vélo, parce que, ben, par exemple, sur le tramway, c'est vrai que, comme Bruno Marchand, j'appuie le projet de CDPQ Infra. On a des ressemblances, mais tu sais, sur l'économie, sur. Tu sais, j'ai rencontré les développeurs immobiliers aujourd'hui. Tu sais, ça a été long là, à Québec là, avant que Marchand y allume qu'on avait un problème qui ne se construisait pas assez. Justement, tout le rapport aux citoyens, Bruno Marchand, la solution vient d'en haut. Il est très peu ouvert aux idées qui ne viennent pas de lui. C'est beaucoup une différence de style, une différence d'approche, mais moi, je pense qu'une ville, ça se dirige à partir du trottoir en regardant par en haut, puis pas à partir de l'avion, ce que tu reviens de faire une mission en Namur en regardant par en bas. C'est ça la différence principale. Est-ce que c'est pour ça que tu proposes, entre autres, dans vos engagements, d'avoir je ne sais plus comment vous appelez ça, mais des genres d'assemblées citoyennes une fois par année pour rencontrer les gens puis voir un peu c'est quoi leur préoccupation, s'amener la politique par le bas, là, d'une certaine manière? Moi, comme conseiller municipal, j'ai cette prérogative-là, une fois par année, de faire une
une rencontre avec les citoyens, puis n'importe qui, c'est ouvert à tous, tout le monde reçoit un petit feuillet chez lui. Puis là, tu viens poser des questions au conseil municipal, puis là, il faut que je me soumette. Je suis là pendant 2 heures de temps, puis j'ai pas le loisir de dire qu'il faut que ça arrête. Je pense que le maire devrait faire la même chose, mais pour l'ensemble de la ville. Puis on pourrait faire ça dans différents arrondissements. Tu sais, au conseil municipal, les citoyens ont la possibilité de venir poser des questions, puis bien souvent, Bruno Marchand, il soigne la question de ses conseillers. Bon, réponds, toi, ou quoi que ce soit. Il répond de manière très cavalière, très, très sec aux gens. Moi, c'est la partie que je préfère, moi, faire de la politique. Moi, j'aime ça débattre, j'aime ça m'ostiner un peu. Mais c'est correct, je veux dire, on aime ça, oui. c'est les affaires de la cité. Fait que c'est de donner la possibilité aux gens de challenger le maire. Moi, je crois à ça. Excellent. Écoute, dans le coin qu'on est ici, on est dans le coin de Limoilou. Ouais. Tu disais que c'était ton district. Mézeray, exactement. C'est Mézeray, Limoilou okay, qui s'appelle Mézeray. En s'en venant, on voit beaucoup de pancartes de Jackie Smith aussi. Ouais. Elle aussi qui est élue dans le coin, si je ne me trompe pas. Vous n'êtes pas exactement dans le même district. Non. C'est deux districts côte à côte. Si Voilà. Jackie, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le vieux Limoilou, là, donc vraiment 3e avenue, le bas de Canardière, tout ça. Moi, j'ai une partie qui s'appelle Lairet puis une partie qui s'appelle Mézeray. Okay. Donc, là, ensemble, vieux Limoilou, Lairet, Mézeray, c'est le grand Limoilou. Lairet, quartier plus banlieue, je dirais une des premières banlieues de Québec, là, maison en rangée, des petits pavillons, des petits bungalows assez larges, faits pour l'automobile. Mézeray, quartier plus populaire, plus ouvrier, plus pauvre aussi, plus défavorisé. Je dirais que dans mon caseload de conseil municipal, Mézeray, c'est 80-90% des demandes que j'ai puis des cas de district que j'ai à gérer parce que c'est un quartier qui est plus pocké. Puis qui a en fait l'objet aussi d'interventions industrielles qui ont laissé des traces. Là, on a une friche industrielle qui sera redéveloppée. On pourra faire un beau parc technologique là, dans le secteur ici. Ça niaise, on a de la poussière, c'est de la mauvaise heure présentement. Donc, Mézeray, ça me donne pas mal d'ouvrage. C'est ma partie à moi. Puis Jackie, dans la partie, Jackie, ça partit avec les cafés. Avec toutes ces choses-là. Mais quoi que dans Mézeray, il y a une belle revitalisation commerciale qui se passe. Il faut pousser ça un peu. Justement, tu l'as réglé en début d'entrevue. Je pense que c'est bien. Tu l'as dit, je suis en faveur du tramway. Ouais. On dirait que dans les dernières années, ça a été les 2 seuls sujets de la capitale nationale. C'était le tramway, le 3e lien. Quand tu fais ton porte-à-porte ou que tu rencontres des gens, que tu vas voir des commerçants, des groupes de citoyens, ce serait quoi l'enjeu, selon toi, qui est prioritaire en ce moment, mais qu'on ne parle pas ou mal dans les médias, dans les journaux? C'est quoi l'enjeu que tu cibles un peu? Certains disent que c'est vraiment le logement, d'autres, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Bien, ça va être différent selon qu'on parle aux commerçants ou résidents, puis ça va être différent selon qu'on parle à des locataires et à des propriétaires. Mais c'est sûr que dans le contexte où le coût de la vie a tellement augmenté au cours des dernières années, le monde se sent pris à la gorge. Les gens ont de la misère à payer pour leur logement. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont tellement de frais, ils ont tellement de choses à payer ici et là. Il y a ça en commun. Puis le monde, ils disent, mes enfants vont-ils être capables d'accéder à la propriété? Même se trouver un logement, c'est difficile. Puis c'est dans toutes les gammes de logements. On parle beaucoup de logement social, on parle beaucoup de logement abordable, mais un logement, milieu de gamme, là, je sais pas moi, pour une famille, 1200, 1300, 1400 pièces par mois, on est rendu là. Mais encore là, c'est difficile à trouver. Là. Il y a du monde qui cherche des logements, qui se ramasse, tout ce qu'ils trouvent, c'est du haut de gamme à 2500 pièces par mois avec la piscine. Puis tout ça, puis c'était pas nécessairement ça leur besoin à la base. Là. C'est difficile. Le logement, c'est une préoccupation. Le prix de vivre puis d'exploiter un commerce, il est élevé. Puis moi, en commun, c'est ce que les gens ont. Tout le monde se sent pogné à la gorge. Ouais. Écoute, justement, de ce côté-là, plusieurs personnes avancent toutes sortes de solutions pour régler la crise du logement. On sait si les prix montent vite, je veux pas, c'est à cause de l'offre et la demande. Ouais. Il y a un débalancement entre les deux, donc le système d'ajustement, c'est le prix. À ton avis, est-ce qu'il faut travailler un peu plus du côté de l'offre ou de la demande, par exemple? On voit des politiciens qui disent, au niveau de la demande, on va proposer certaines choses, donc des congés de taxes de bienvenue, si je ne me trompe pas, c'est même quelque chose qu'on a de votre côté. Moi, dans le déclic que j'ai dans ma tête quand on a une proposition comme ça, c'est ouais, OK, mais ça stimule la demande d'arriver et de donner des congés de taxes comme ça. Est-ce que c'est une solution qui va dans la bonne direction? Puis de l'autre côté, si on a des problèmes d'offres, comment on fait pour augmenter l'offre dans la région de Québec? Ça prend de l'abondance. Puis ça, c'est même des penseurs qu'on pourrait dire plus à gauche aux États-Unis sont rendus à ces places-là. Toutes les politiques qu'on a mises en place pour gérer le logement, que ce soit le zonage, que ce soit les... il y a du logement social dirigé par l'État, tout ça, c'est correct, mais à la fin, c'est qu'on finit par mettre tellement de conditions qu'on nuit à l'abondance. Il faut construire beaucoup. Le marché a besoin de s'équilibrer. Puis, je sais que toutes les... puis là, moi, je me considère comme un gars plus à gauche, on va le nommer. Oh, oui. Toutes les théories du ruissellement puis toutes ces affaires-là, c'est permis d'être sceptique, je le suis à bien des égards, mais que quand tu rends
des logements disponibles de plus haut de gamme, tu vas libérer du moyen de gamme puis du plus bas de gamme pour d'autres catégories. Ça, c'est la science le démontre quand même assez aisément. Ouais. C'est pas, c'est pas théorique. Fait que moi, je pense qu'il faut construire. Il faut construire. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut construire. Selon les orientations du gouvernement, Bruno Marchand, il parle de 100 000 logements d'ici 2040. Marchand est parti là-dessus. Là, il sort des gros chiffrons en campagne électorale. Là. C'est comme l'itinérance zéro en 2021. C'est comme... Il y a un gars comme Bourassa qui l'a déjà fait avec 100 000 jobs. Mais, je pense que ça a collé à cette époque-là. Mais moi, je pense qu'un objectif plus réaliste, puis plus à court terme qu'on pourrait donner, c'est 60 000. C'est selon les orientations gouvernementales à peu près ce qu'on peut penser construire dans le périmètre urbain actuel. Puis, c'est ça prend tous les types. Quand on dit tous les types, on dit logement social abordable et tout, mais... c'est pas tout le monde qui a envie de vivre dans une tour. Il y a un cadre bâti qui existe déjà de l'unifamilial. Ça peut pas être que ça, mais ça va devoir être notamment ça, parce qu'il va toujours avoir une demande pour ça. Je me dis aussi, par exemple, que les baby-boomers, il y a pas mal de baby-boomers qui ont des bungalows, qui vont avoir des bungalows à vendre au cours des prochaines années, mais il faut que tu sois capable d'offrir un cadre différent à différentes personnes. Je sais pas si c'est à vous que j'en parlais une fois. Moi, je me chicane avec ma blonde. On dit pourquoi on reste pas en cours d'eau? T'aurais pas une cour à entretenir. Mais moi, j'adore entretenir ma cour. J'aime ça le samedi matin, mettre mes running shoes tout tachés puis comme mon gazon. Mais il faut que tu sois capable d'offrir. Mais à la fin, le mot-clé pour le logement, c'est l'abondance. Puis on voit, par exemple, la ville de Lévis qui vit une grosse problématique. Ils ont développé très vite beaucoup de tours de leur côté. Ils ont quand même densifié énormément. Puis ils se sont ramassés avec des problèmes au niveau des aqueducs puis du traitement des eaux qui les a forcés à faire carrément un moratoire. Est-ce que c'est une possibilité pour la Ville de Québec qu'on aille trop vite éventuellement puis que les infrastructures ne suivent pas, ou au contraire, les infrastructures sont en bon état puis sont suffisantes pour absorber une hausse de l'offre dans les prochaines années? C'est parce qu'il y a les infrastructures. À venir jusqu'à date, ils se suivent à Québec, mais c'est pas comme si on n'avait pas déjà de l'argent à mettre dans nos infrastructures. Il faut adapter. Puis on le voit là, l'été, il y a des coups d'eau, puis notre réseau pluvial, il a de la misère à l'absorber. Mais il faut construire. Faut construire autrement aussi. C'est que maintenant, on le sait, en fait, c'est que tu peux bâtir aussi gros, aussi haut que tu veux, mais tu fais juste laisser un petit peu de terrain pas minéralisé, ben ça fait une place où que ton eau puisse drainer. Il faut qu'on soit capable. Il faut que tu le planifies en amont. Là, c'était-tu des beaux mots pour dire un parc éponge? Oui, mais je sais que ça fait réagir un parc éponge, mais tu sais, c'est comme, moi, sur mon terrain, je le vois que la partie où j'ai de l'eau qui rentre dans mon sous-sol, des fois, c'est la partie où j'ai mon entrée en asphalte. Puis quand je vais faire mon entrée, ben, je vais probablement me mettre un pavé alvéolé, là, puis je vais me faire un bassin de rétention en dessous. C'est penser nos aménagements comme ça. C'est comme citoyen, on a des choix individuels à faire. Fait que d'aller dans les quartiers très densifiés où justement il n'y a pas d'espace entre les maisons, on pense plus au Vieux-Québec, tout ça, c'est des endroits où tu peux pas faire ça. Tu es comme pogné avec ça, a été construit de même. C'est ça. Il y a de l'asphalte partout, puis il y a les maisons n'ont pas de cours. Là, entre elles, sont toutes collées. Toutes les sections qu'il y a des maisons arrangées, je pense qu'il finit par avoir cet enjeu-là aussi à un moment donné. C'est que le drainage du terrain, c'est un enjeu. On l'a vu là, à Montréal, là, les sous-sols inondés, tout ça. À Québec, ça semble quand même être moins pire parce que peut-être on est moins densifié aussi. Mais je pense qu'on va avoir ces enjeux-là comme tout le monde. Aux places où c'est possible, je veux dire, mettons que tu fais un stationnement de surface, en garder, là, je veux dire, mettons, pour un emplacement sur 5. Ça en prend des stationnements de surface, en fait, surtout qu'ils sont en train d'enlever tous les stationnements sur rue. Tu peux avoir des espaces justement pour que ton eau se draine. Tu peux avoir des espaces pour verdir un peu. Dans les quartiers ici, c'est un enjeu. Là, je pense qu'on a 14 du territoire qui a une couverture verte. On appelle ça la canopée. Puis, à Sainte-Foy, dans Charlebourg, tout ça, eux autres, ils sont du 35-40 Il fait chaud ici l'été, puis le monde ne sont pas riches, ils n'ont pas tout des climatiseurs. Il faut être capable de penser nos villes pour qu'ils soient habitables, puis qu'ils soient vivables, puis qu'ils soient restables. Puis quand on parle de densifier, ben là, c'est qu'à un moment donné, on va mettre de plus en plus de monde collé aux mêmes places où il fait chaud, puis où justement, maintenant, quand on aménage, il faut faire ces choix-là à l'avance. À New Orleans, là, ils ont réglé une grosse partie de leurs problèmes, on se rappelle de Katrina, tout ça. Ils ont fait ce qu'on appelle des parcs éponges, puis tout ça, mais c'est parce qu'il faut que tu sois quand même capable de développer. Il ne faut pas que ce soit comme une espèce de zone coordonnée pour dire ici, on va absorber l'eau. Il faut que tu sois capable de développer autour, sinon c'est plate. On est dans. Nous autres, c'est sûr que quand on regarde la ville de Montréal, c'est toujours elle qui vit ces problématiques-là avant les autres, évidemment. Donc, on laisse toute l'histoire de la densification, bien évidemment, Montréal a eu cette problématique-là avant. On voit les dégâts d'eau qui se passent l'été maintenant avec le pluvial qui n'est pas capable d'absorber une pluie qui, somme toute, est relativement normale. Donc là, on regarde ça aller et on dit, OK, il y a définitivement des choses que Montréal ne fait pas correct présentement. Il y a des cônes oranges partout.
Est-ce que la Ville de Québec s'expose un peu à avoir les mêmes problématiques dans le futur avec cette densification-là qu'on voit dans certains quartiers? Puis si oui, comment on fait pour prévenir ça? Parce que je pense que si on parle à n'importe quelle personne qui vit à Québec, personne ne veut devenir Montréal. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui veut avoir les problématiques de Montréal. Mais plus on avance dans le temps, ben, j'ai pas l'impression que la Ville de Québec, c'est comme Montréal maintenant. Mais ça commence à ressembler à Montréal il y a 10 ou 15 ans, peut-être. Ben, c'est. Moi, je n'aimerais pas d'emplacement précis, mais parce qu'il y a des recours judiciaires qui, possiblement, mais tu sais, il y a des endroits où on a développé dans des secteurs, puis justement, l'infrastructure avait été conçue pour une certaine densité. Puis là, ben, à ce temps qu'il y a eu des coups d'eau, le monde se ramasse avec de l'eau dans leur sous-sol. C'est parce qu'on n'a pas fait de bassin de rétention. Ça, le bassin de rétention, c'est souterrain, c'est pas. Et maintenant, quand tu penses au nouveau développement, il faut que tu le prévois. Parce que revenir le faire après, c'est encore plus cher. Puis ça justement, peut-être 15, 20, 25 ans, c'était pas à mode, mais à cette heure, on le sait, fait qu'il faut le faire à l'avance. C'est sûr que ça coûte plus cher à développer dans ce temps-là, mais tu bâtis pour plus longtemps, puis de meilleure qualité, puis tu réussis ta densification. Puis ça, à Montréal, des erreurs qu'ils ont faites. Ça, c'est pas le public. Ben oui, c'est le public, mais c'est pas la ville. Mais tu sais, ici, là, près d'ici, on est en train de construire le nouveau CHU. Oui. Puis, tu sais, ils ont fait les centres, les salles de radiothérapie de façon à ce que au bout de la vie utile de l'appareil, 8, 10, 12, 14 ans, ils ont fait un faible dans le béton. On va juste péter le mur, on va sortir la machine, on va rentrer de nouvelles. Au CHUM à Montréal, ils n'ont pas pensé à faire ça. Fait qu'aux 10 ans, ils vont être obligés de fermer le département de radiologie puis le refaire au complet. Parce que pour sortir les machines, il faut être capable ici de faire des choix en regardant ce qui s'est fait ailleurs qui n'a pas marché. S'inspirer de ce qui ne marche pas pour être mieux à quelque part. Il y a un aspect qui irrite beaucoup de gens dans la politique contemporaine, je dirais, c'est l'intrusion du politique dans la vie privée. À un moment donné, on considère que chez soi, on peut avoir la paix. Quand on ferme la porte de la maison, on pense qu'on peut avoir la paix un peu. Il y a deux choses dans la Ville de Québec, je pense, qui ont irrité une majorité de gens. La première, j'ai vu dans votre programme que vous proposez de mettre fin à ça, c'est le fameux enregistrement obligatoire des chats, ce qu'on a appelé la taxe minou. La taxe minou dans le jargon. Puis il y a eu aussi l'autre affaire, c'était l'espèce de registre des foyers que les gens, puis là, on va t'envoyer un texto, non, t'as pas le droit de te servir de ton poêle à bois aujourd'hui. Moi, je regarde ça, puis je me dis, on est au Québec, l'hiver, des fois, il fait froid. Il y a des gens qui ont un chauffage d'appoint. On parle aussi de... Je comprends que ça, c'est provincial, ça touche moins la ville, mais on parle que Hydro-Québec, des fois, a de la misère à subvenir aux besoins dans les périodes de pointe. Mais là, on est sur une espèce de discours un peu culpabilisant. Là, vous allez tuer des asthmatiques avec votre poêle à bois. C'est quoi votre position par rapport à ça? Ça, c'est une différence entre nous et Bruno Marchand. C'est que nous, quand le nouveau règlement est adopté, on posait des questions, puis on avait des réserves, on a voté contre. Puis là, Bruno Marchand disait, vous voulez tuer du monde. Comme ça finit le débat. Puis une autre fois, il y avait, parenthèse, on adoptait un règlement sur les chiens dangereux. Puis nous autres, on disait, comment est-ce que tu juges ça, un chien, s'il est dangereux ou pas? On disait, vous aimez pas les enfants. C'est toujours comme une espèce de noir ou blanc, dichotomie. Il n'y a personne, il n'y a rien d'intelligent qui va sortir de ces débats-là. Sur les poêles au bois, il y avait, Régis Labaume avait adopté une réglementation où, progressivement, on offrait un incitatif là, aux gens pour remplacer leur appareil. Mais tu sais, c'était... Le calendrier était pas mal plus long, puis c'était plus compréhensif. Là, Marchand, c'est méthode dure, c'est qu'il y a un échéancier, puis il y a un registre, puis là, le monde appelle à la ville, veut savoir si leur foyer est conforme. On n'est même pas capable de le dire. Tu sais, tu forces les gens de même comme conseiller, vous n'avez pas l'information. Non, puis tu sais, t'appelles au 3-1, ils ne savent pas plus, là. Puis l'industrie, c'est pas trop comment répondre aux gens, parce que Dunbar se fait appeler, puis ils disent, hey, ça a l'air qu'il faut que je change mon poêle à bois, que j'ai le droit d'acheter ou pas. C'est pas clair pour personne, tu sais. D'abord, si tu es pour être coercitif, organise-toi donc au moins pour donner leur juste au monde. Là, c'est comme ça. Je trouve ça irrespectueux. Puis, c'est que ça, c'est que les foyers d'ambiance vont être complètement interdits. Fait qu'un foyer de maçonnerie, là, moi, les citoyens me demandaient comment je fais pour savoir si mon foyer est conforme ou pas. J'ai dit, si le Père Noël peut passer, il n'est pas conforme. C'est tout ce qui est foyer de maçonnerie, tout ça. Mais tu sais, c'est que... Moi, j'ai je pense au pub l'oncle Antoine dans le Vieux-Québec là, avec le foyer de maçonnerie. C'est magnifique. Ça fait partie de notre identité. Quand on dit un foyer, ça fait partie de la culture québécoise aussi. Le feu, puis à Noël, on accroche les bas en haut de ça. Il me semble qu'on fait des grosses contorsions pour... comme disait la bombe, je me demande c'est quoi le gain net de ça. Oui, l'expression
le foyer familial. Là. On Ouais. a 56 000 foyers dans un. Ça vient de ça. C'est que c'est autour du foyer que la maison existe. On perd la crémaillère, c'est la barre que tu mets au-dessus du foyer, faire chauffer tes affaires. Tu sais, c'est. Il n'y a rien de plus relié à l'expérience humaine que le fait de pouvoir tenir feu. Tu sais, c'est comme. Puis, à la fin, moi, j'ai le foyer de maçonnerie chez nous. Écoute, ça fait 4 ans que je vis là, je ne l'ai jamais fait fonctionner. Les gens qui vivaient là, ils avaient installé un beau petit. Il est prêt à allumer. Ils nous avaient comme pour nous accueillir, ils nous avaient installé. Puis pour l'allumer, il y avait toutes les lettres de promoteurs immobiliers puis d'agents qui venaient mettre des lettres dans le boîte aux lettres pour dire on veut vendre votre maison. je suis prêt à le décoller. Ça ne fait pas partie de mes pratiques, tout ça, puis je l'utilise pas pour chauffer. Mais là, je me dis, tabarouette, je vais faire un attisé crème avant qui m'empêche de le faire. Là, on est des comme en réaction qui veulent nous empêcher. T'sais. Là, je me dis, on a des enjeux de qualité de l'air à Limoilou. On le sait, on a l'incinérateur. On a là, maintenant, on a un centre de biométhanisation qui fait des odeurs sur le quartier. On a la Daishoa qui se sent des journées. Puis là, on est en train de me dire que la qualité de l'air à Limoilou, le problème, c'est Jean-Marc à Saint-Émile qui brûle son dicor par hiver. Arrêtez, là. C'est comme c'est. Ben, à la limite qu'on fasse des recommandations, qu'on dise aux gens, écoutez, aujourd'hui, la qualité est pas terrible. Si vous pouvez, faites-le pas. Ben, ça, j'ai pas trop de problème avec ça, mais d'aller vers l'interdiction totale, surtout comme je disais, il me semble on a vécu le verglas au Québec. Il y a des gens qui sont morts de froid chez eux. On nous dit que Hydro-Québec a des périodes de pointe. Des fois, il y a des pannes qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a un enjeu au niveau de l'entretien du réseau. Moi, je me dis, les gens qui ont un système d'appoint lors des périodes de pointe, ce serait plutôt intelligent de s'en servir plutôt que de dire qu'il ne faut pas s'en servir. Il y en a qui ont cette chance-là. Oh, oui. Moi, j'en ai un poêle à bois chez nous. Quand il fait moins 30, je le pars. T'sais. Il me semble que, on parlait de pragmatisme tantôt, ça c'en est. Là. On est plus dans le concret que, non, c'est le zéro émission. Puis, je pense que tout le monde est pour l'environnement, mais là, ça devient un peu dogmatique. Les avertissements de smog, ils sont à la Ville de Québec sont préventifs. Si on anticipe 3 jours avant qu'on pourrait avoir un épisode de smog, on décrète qu'il y a une interdiction de poêle au bois. Tu sais, qu'on le fasse à la limite quand l'événement est en cours. Puis, tu sais, genre, à la limite, le monde, c'est pas des chiens sales. Là. Tu reçois un texto pour dire, hey, aujourd'hui, la qualité de l'air est pas bonne. Le monde ne fera pas exprès. Là. En tout cas, La vaste majorité. Je suis peut-être naïf, là, mais tu sais, c'est. Là, on le fait de façon préventive. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est super intrusif de dire aux gens, n'utilise pas ton poêle à bois au cas où. Ben écoute, tu dis que tu es peut-être naïf, mais peut-être tu as juste confiance dans les citoyens aussi. Là. Ben, Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens sont intelligents, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens non plus. Non. Pour certaines personnes, changer un système de chauffage, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Puis le bois, souvent, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si dispendieux. Donc, ça peut être quand même possible. En tout cas, moi, je suis tout à mal à l'aise avec les interdictions. Puis on a l'impression qu'au palier municipal, on ne fait qu'interdire des affaires dans toutes les municipalités du Québec. Veux pas, on est dans l'actualité de tous les jours. Les gens nous écoutent partout en province, nous envoient des nouvelles interdictions qu'ils ont dans leur municipalité. Puis il y a une chose qui est frappante dans cette tendance-là à interdire, c'est qu'il y a une uniformisation aussi dans toutes les municipalités et les villes du Québec. Quand une ville a une nouvelle bonne, mauvaise idée, on a l'impression que toutes les villes embarquent dans le bandwagon et s'en vont dans la même direction. Qu'est-ce qui se passe au niveau des municipalités pour qu'il y ait une uniformisation comme ça de la réglementation? Ben, je veux juste te dire, moi, je viens d'une région forestière, je suis natif du Lac-Saint-Jean. Des jobs moi, tu coupes un arbre pour te chauffer. La forêt, ça se cultive, ça se régénère. Puis, il y a une façon intelligente de l'exploiter. Puis, moi, des fois, je texte mon équipe, là, je dis, ça sent le feu de foyer dans ma rue. Soumis, je suis enchanté. C'est ça. Moi, je vois du réconfort là-dedans. Puis, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'uniformisation. Bruno Marchand, là, sa chaise des générations, la chaise du temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est quand il est arrivé, il s'est doté d'une chaise qui représente le futur. Au comité exécutif, il y a une chaise pour les enfants à venir qui ne seront pas là pour prendre les décisions. Et il s'est présenté au premier congrès de l'UMQ avec ça. Là. Il dit, regardez, ça, c'est la chaise du temps. Il appelle ça la chaise du temps. Puis, c'est la chaise du temps. Elle participe à nos décisions, nos délibérations. Puis, ça, là, je suis comme, oh mon Dieu. C'est comme. Là, c'est ésotérique un peu. Au congrès de l'UMQ, l'année d'après, là, toutes les villes, ils sont comme 14-15 maires à dire on s'est doté d'une chaise du temps, nous autres aussi, inspirés par Bruno Marchand. Puis là, il y a comme. C'est une espèce de voisin écolo gonflable. Là, il y a comme une volonté d'émulation. Puis, à la fin, c'est que c'est pas les milieux. Les milieux n'ont pas tous les mêmes besoins, ils n'ont pas tous les mêmes défis. Puis, c'est. Je pense que. C'est ça, il y a une espèce de volonté d'uniformisation. Puis là, quand il y en a un qui le fait, on voudrait tout le faire pour avoir l'air aussi d'être bien en mode. Mais, à la fin. Je pense qu'on perd toujours quelque chose un peu là-dedans, qui est notre spécificité locale puis notre culture à nous autres.
Moi, le gars du Lac-Saint-Jean, le chauffage au bois, j'aime ça. Maintenant, qu'à Montréal, il puisse avoir d'autres pratiques, puis tout ça, puis je dis pas, là, puis, tu sais, exemple, une autre affaire, ça c'est drôle, par exemple, c'est qu'à un moment donné, un des conseils de quartier dans mon district, Lairet, il avait fait une résolution pour qu'on ait un règlement sur les barbecues au charbon de bois. Pour interdire ça. Puis là, ben, le monde l'airait, ce secteur-là, le Limoilou, l'airait, ils n'entendent pas souvent parler de ça. Souvent, ils savent que je suis conseiller de l'airait. Fait que là, il y avait du monde en ligne. Claude Villeneuve veut interdire les charbons de bois. J'étais comme, hey, la gang, j'en ai un chez nous. J'en fais, moi, des côtes levées. Là, je disais, stressez-vous pas. Puis en fait, là, je disais, mes conseils aux citoyens, gardez votre charbon de bois à l'intérieur. Parce que s'il est à l'extérieur, il pogne l'humidité. Puis c'est là qu'il fait de la fumée noire. Mais tout ça pour dire, il y a moyen de s'adapter puis de faire des choix pour nous autres. Puis à la limite, de donner un peu de formation, de donner de l'enseignement aux gens pour savoir comment, s'ils tiennent à maintenir ce comportement-là, c'est quoi la bonne manière de le faire pour que ça n'accure pas la vie des voisins. Une thématique qu'on ne parle pas souvent au municipal, je regarde, j'ai devant les yeux votre liste d'engagement, donc on en a abordé déjà plusieurs, mais c'est une affaire qu'on ne parle pas beaucoup au municipal, se doter d'un cadre d'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les services municipaux et la relation citoyenne. Ça paraît bien, là, plugger intelligence artificielle dans une conversation, mais concrètement, ça peut ressembler à quoi? Parce que là, les gens, ils voient un peu ce qui s'est passé au gouvernement du Québec, ils sont comme, hey boy, le gouvernement et les trucs technologiques, je sais pas si... Là, c'est pas un genre d'Éric Kerr municipal, là, que vous avez c'est bon. Juste pour ça être sûr. Mais en fait, non, l'intelligence artificielle, là, j'ai entendu dire que tu pouvais te faire composer des jingles de campagne super hot avec ça. Fait que c'est pas comme ça que en fait, c'est que les... Moi, je tripe sur les robots conversationnels. Là. Je trouve que tu peux. Moi, je l'utilise moi-même comme support à la rédaction. En plus, moi, j'ai un corpus, entre commentaires, quand c'est chroniqueur, j'ai un corpus de textes d'à peu près 1000 textes en ligne. Fait que je peux dire, écris-moi un texte à la méthode, à manière de Claude Villeneuve, puis je le lis, puis j'ai l'impression de lire un texte que j'aurais écrit moi-même. Là. C'est capoté bien raide. C'est freakant. Oui. Mais il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a eu un sommet des États généraux de l'itinérance à Québec, il y a peut-être 1 an et demi. Ouais. Puis il y avait des gens de partout au Québec qui sont venus pour discuter de ça, puis il y avait des travailleurs en atelier, puis en plénière. Puis à la fin, ils voulaient rédiger une déclaration finale sur le milieu de l'itinérance, s'entendre sur tout ça. Fait qu'ils ont mis toutes les notes des ateliers et des plénières dans un robot conversationnel. Je pense que c'est Claude. Là, il y en a un qui s'appelle Claude, en plus, c'est un peu particulier. Puis ils ont dit, fais-nous une déclaration finale. Puis moi, je le sais, je les connais, là, ces milieux-là. Je viens du Parti québécois, je sais que c'est capable de s'ostiner sur une virgule. On n'insiste pas assez sur tel aspect, il y a une nuance à porter. Le truc est sorti, ils ont fait une révision linguistique, ils ont présenté ça aux gens, puis les gens ont fait oui, c'est ça. OK, c'est ça. Tout était là. T'sais. À Québec, on a un département de consultation publique qui est surchargé. Ils consultent les gens, ils ont des rapports à écrire, ils ne fournissent plus. On peut utiliser des outils comme l'intelligence artificielle pour avoir besoin de moins de ressources humaines. Puis, ben oui, il faut que ce soit révisé, il faut qu'il y ait un humain qui passe dessus. Après ça, autre exemple, tu demandes un permis à la ville, OK, mon escalier, il faut que je le fasse arranger. Bon, il y a les normes, tout ça, j'ai-tu droit de subvention? Tu poses plein de questions. Tu appelles au 3-1, il t'envoie un paquet de fiches. Puis là, tu lis les fiches, il faut que tu essaies de deviner ce qui s'applique à toi. Mais ce serait quoi d'avoir une solution d'intelligence artificielle? Puis arrêtons de chercher de développer des nouvelles affaires. Là. Il y a des solutions qui existent. Ouais. Il y a des licences qu'on peut acheter. C'est ça, le bout, éviter ça clique. Là. C'est ça. Ouais. Là. Arrêtons de penser qu'on a besoin de notre propre patente. Ce serait quoi d'avoir un robot conversationnel qui te répond à ta question sur c'est quoi, à quoi tu as droit, c'est quoi les normes? Ça faciliterait... À la ville, on aurait besoin de moins de personnel pour donner du support. Puis, du coup, les citoyens auraient leur réponse plus rapidement. T'sais. Écoute, ça m'amène à un sujet qui est quand même intéressant parce qu'au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau municipal, tout ce qu'on observe, c'est que le nombre d'employés à chaque palier de gouvernement n'arrête pas d'augmenter d'année en année, peu importe le palier lequel on regarde. Et pourtant, il y a beaucoup de travail clérical, justement, dans ces paliers de gouvernement-là. Et pourtant, quand on regarde dans l'entreprise privée, dans les 15-20 dernières années, moi, j'évolue en service financier de mon côté, le travail clérical est beaucoup plus facile qu'il était à l'époque. On a besoin de beaucoup moins d'humains pour faire ce travail-là de notre côté. On est capable d'avoir des plus grosses clientèles avec le même nombre d'employés dans les services financiers. Là, j'arrive, je me dis, pourquoi ça n'a pas suivi au niveau des gouvernements? Puis la question qui tue, après 4 ans de mairie de Claude Villeneuve, donc si on se reparle en 2029, est-ce qu'il va avoir plus ou moins d'employés municipaux à la Ville de Québec? Il faut quand même moins parce que notre main-d'œuvre évolue vers ça. Il y a des départs à la retraite, il y a des. On peut pas.
Le système est rendu à sa limite, là, à bien des égards. Là. De toute façon, on s'est rendu qu'on a de la misère à y combler les postes. Là. Il y a des départs à la retraite, puis on a de la misère à remplacer les gens. C'est plus le même contexte de main-d'œuvre. Puis on est en compétition comme employeur avec tout plein d'autres institutions. Puis c'est correct. Puis c'est qu'à la fin, il faut savoir sur notre main-d'œuvre, on veut investir où. Toi, tu sais, tu es en conseil financier, il y a plein de solutions pour suivre les marchés, puis ils sont quasiment capables de déplacer ton argent en temps réel quand il arrive certains comportements de marché, des choses comme ça, puis qui s'occupent de tes fonds. Il y a l'utilisation à ça, mais toi, Yann, où est-ce qu'on veut que tu interviennes dans le processus? C'est qu'on veut que tu fasses de la stratégie, on veut que tu sois capable de faire, c'est le facteur humain. C'est là qu'on veut utiliser la main-d'œuvre. C'est pas justement pour faire des tâches qui sont plus répétitives ou qui sont plus techniques, là, qui sont automatisables. Moi, je pense qu'il faut tendre vers ça parce que nos organisations publiques, là, ils vont exploser à un moment donné. Puis à la fin, justement, on se rend compte que quand on parle de SACLIC et tout ça, ben, peut-être que notre dollar de taxes puis de salaire, ben, on l'investit beaucoup sur de l'encadrement, puis des choses comme ça, alors que ce qu'on veut, c'est du monde qui intervienne lorsque le facteur humain est important, parce qu'on n'y arrivera pas, elle va faire notre administration. Un des gros événements pour la Ville de Québec, je pense que tout le monde s'entend, c'est le Festival d'été. Ouais. Ça fait plusieurs... Puis on est chanceux, je pense, d'avoir ce festival-là à Québec, parce que pour le prix que ça coûte, les gens peuvent avoir peuvent avoir une semaine, finalement, de concerts à très bas prix. Par contre, dans les dernières années, à plusieurs reprises, puis l'année passée, je pense que ça a été plus éloquent que jamais, cet événement-là a été perturbé par une grève au niveau du RTC. Puis ça, je comprends que c'est provincial l'autre, mais quand même, il y a eu une grève aussi au niveau des traversiers. Ouais, moi, j'étais à Lévis, je ne pouvais plus traverser par le traversier, puis rendu l'autre bord, il n'y avait plus de transport en commun. Qu'est-ce que la mairie, le maire, aurait dû faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Si, mettons, Claude Villeneuve avait été en charge de la ville à ce moment-là, y a-t-il quelque chose qu'on aurait dû faire avec le RTC puis avec les traversiers, négocier, mettre de la pression puis qu'on n'a pas fait? Ben, en tout cas, moi, pour ce qui concerne la ville, c'est évident à mes yeux que le transport en commun doit être considéré comme un service essentiel. On parle de l'événement du festival d'été parce que il est important et tout ça. Mais il y a du monde qui ont besoin que les autobus passent pour aller à leur cours, pour aller travailler, pour aller à leur examen. Du monde qui cherchait des vélos pour pouvoir aller travailler cette semaine-là. Mais c'est hot, hein? Le monde s'organise. Tu voyais ça, là, les groupes Facebook qui se créaient, puis j'offre une occasion, puis puis c'est pas soutenable à long terme, mais le réflexe de on se prend en main, moi, j'étais séduit de voir ça, là, que le monde, il y avait ce réflexe-là, mais ça devrait être un service essentiel, puis ça, il faut falloir que le gouvernement s'enlève les doigts du nez, là, ça n'a pas de bon sens qu'on soit obligé, les villes, de faire cette bataille-là. Par contre, il y a un petit quelque chose que le RTC nous en a passé une vite avec la grève des employés d'entretien, parce que les employés d'entretien, ils se sont mis en grève. La décision de retirer les autobus de circulation, ce n'est pas celle des employés d'entretien, c'est celle du RTC. Parce que les chauffeurs ne sont pas en grève. Les chauffeurs ne sont pas en grève. Puis, il y a une inspection sommaire du véhicule qui doit être faite avant de prendre la route, auquel les chauffeurs procèdent. C'est prévu à leur convention collective, il y a fond. Fait que ça, que les employés d'entretien se mettent en grève, ça n'enlève pas ça. Deuxièmement, il y a un calendrier d'entretien. Un véhicule, il doit être inspecté selon son âge, aux 5, 6, 7, 8, 8 9 sorties. Puis là, une inspection plus en profondeur qui est faite par un employé d'entretien. On aurait pu décider de maintenir le service puis de retirer les véhicules et les remplacer par des véhicules qui ne servent pas au RTC présentement, par ailleurs, parce qu'on en a trop, qui auraient pu être remplacés graduellement puis maintenir le service pendant plusieurs jours. On aurait pu même localiser un service minimal à certains endroits. Absolument. Fait que ça, c'est un choix du RTC. Le moyen de pression de la grève, le moyen de pression de la suspension du service, c'est le RTC qui l'a appliqué sur la population pour faire pression sur le syndicat des travailleurs d'entretien. OK, ouais. Et non pas les travailleurs d'entretien qui l'ont infligé sur la population. Le RTC, ultimement, a des comptes à rendre à la mairie de Québec. Absolument. Donc, éventuellement, il y aurait eu possibilité d'avoir une intervention de la mairie. Puis Bruno Marchand n'a pas posé de questions là-dessus pantoute. Bruno Marchand, le RTC, c'est dans le dos de gaz au bout. Là. Je veux dire, il ne s'en pose pas de questions sur la quantité de cadres qu'on a au RTC. Ils disent tout le temps ça, là, on n'a pas grand gras à couper des administrations publiques au RTC. C'est des affaires intéressantes. C'est quoi? C'est 9e sur 10 ouais. Dans l'évaluation qu'on a eue. Je veux dire, pour une ville fière comme Québec. Là. C'est important ce que tu dis là, juste préciser, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne savent pas de quoi on parle.
quand Geneviève Guilbeault était au ministère des Transports, ils ont mandaté une firme externe pour faire l'évaluation, l'audit, dans le fond, de toutes les sociétés de transport, et celle de Québec est arrivée avant-dernière sur les 10 sociétés de transport. Bon, on parle, entre autres, de la mauvaise coordination avec celle de Lévis. On parle de... Bon, il y a toutes sortes d'affaires qui sont organisées, mais je pense qu'il fallait le préciser parce que ça tombe pas c'est pas nous autres qui avons inventé ça, là, que c'est à 9e sur 10. Ça sort vraiment d'un rapport. Le prix d'un kilomètre franchi par un autobus du RTC, il est plus élevé que nulle part ailleurs. Le prix, quand tu regardes des indicateurs de rendement, c'est Raymond Chabot de Grant Thornton qui a regardé ça. On n'est pas compétitif. Et là, Bruno Marchand, qui a reçu ça, il a dit je veux contester leurs indicateurs, puis peut-être qu'ils n'ont pas regardé les bonnes affaires. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer? Ça, c'est une question qui ne s'est pas posée. Puis moi, je pense que c'est le verre dans la pomme. Il y a trop de cadres au RTC. Puis moi, je le sais. Moi, c'est plaisant de faire ce que je fais dans la vie parce que je vais au festival d'été, je vais dans des lieux publics. Des gens, spontanément, viennent me parler de leur réalité. Ça me prend 1h30 à acheter une pinte de lait, mais en tout cas, c'est son autre histoire. Là. mais tu sais, moi, quand je rencontre un cadre du RTC, il est heureux, il est fier de son organisation, qu'il trouve qu'il travaille sur des affaires intéressantes et qu'il y a des beaux défis. Quand je rencontre un chauffeur du RTC ou un mécanicien, il n'est pas content, il ne se sent pas considéré, il dit, dans ma shop, c'est mal géré. J'ai l'impression qu'on n'a pas valorisé les bons employés au RTC. En fait, ceux qui donnent un service directement à la population. Ben écoute, c'est sûr qu'il va falloir faire de quoi de ce côté-là. Si on traverse un peu, un des enjeux qui est assez important, qui est de plus en plus important pour la Ville de Québec, c'est à la fois l'itinérance et la drogue dans les rues. Oui. Évidemment, on sait, le fentanyl finit par atteindre la ville. C'est quelque chose qu'on voit, même des fois un peu fréquent quand tu te promènes dans certains quartiers. Oui. Toutes sortes d'approches, évidemment, pour parler de ce dossier-là. On peut avoir l'approche un peu plus de Jackie Smith, où est-ce qu'on va parler beaucoup des organismes communautaires, évidemment. On va faire attention un peu plus à la répression policière. Elle nous contait une histoire, par exemple, de son côté, que des itinérants, des fois, se font voler leur matériel pour dormir, doivent aller dans des organismes pour le retrouver. On va avoir aussi, du côté de Stéphane Lachance, un peu plus de dureté au niveau de la sécurité publique. On est où avec Claude Villeneuve puis Québec d'abord? Ouais, c'est quoi les bonnes solutions? Tu dis souvent que tu es pragmatique dans ce dossier-là. Est-ce qu'on peut améliorer la situation de l'itinérance dans la Ville de Québec? Parce que c'est un phénomène qui n'arrête pas d'augmenter. Même si on a eu un gros sommet il y a 1 an et demi, c'est en hausse présentement dans la Ville. Puis, tu sais, Bruno Marchand avait promis l'itinérance zéro. Puis la vérité, c'est que l'itinérance, c'est pire aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Il faut inverser la courbe. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense, tu sais, c'est... Puis là, je veux pas avoir l'air du gars qui souffle le froid et le chaud, mais ça prend un mélange des deux. Ça prend une certaine répression, parler comment je la vois, mais ça prend justement travailler avec le communautaire. Moi, je pense qu'il faut plus de ce qui marche. Nos policiers à Québec, il y a des policiers qui sont bons. Ils sont capables, eux autres, ils regardent là, sur une image de caméra de sécurité dans une entrée de guichet automatique, ils voient les souliers de l'itinérant qui dépassent, là, puis ils disent, ça c'est Michel, on va aller parler. Ils connaissent leur secteur, ils connaissent la clientèle, puis ils connaissent aussi les résidents. Parce que c'est ça, il ne faut pas les oublier. Moi, je ne veux pas qu'on stigmatise les personnes en situation d'itinérance. C'est des victimes d'un contexte et tout ça. Mais moi, il y avait une maman qui me disait ça. Elle dit, je veux juste aller reconduire mon enfant à l'école sans avoir peur de tomber sur quelqu'un qui est en train de faire ses besoins et de se masturber. Là, je suis-tu un chien sale, une chien de penser à ça? Non, ça se comprend. Ben, c'est ça. À un moment donné, tout le monde a le droit à la sécurité. Fait que moi, je pense que ça prend plus de policiers qui travaillent à pied, qui se promènent, qui font leur ronde, puis qui sont vraiment... que ce soit toujours les mêmes. C'est leur chiffre, c'est leur secteur, les citoyens les connaissent. Ça prend plus de ça. Les gens du communautaire, bon, ils travaillent fort puis tout ça, puis il faut qu'on se les soutenir. Moi, je veux pas qu'on les lâche. En fait, quand je dis bon, la nuance que j'apporte, c'est qu'on dit il faudrait investir plus dans le communautaire. Le communautaire, il est stretché, là, il est prêt à gorge. En termes de main-d'œuvre et de ressources, c'est des jobs tough. Tu n'as pas des bonnes conditions, tu n'as pas de fonds de pension, tu n'as pas d'assurance, tout ça. Penser qu'on peut juste rajouter des intervenants communautaires puis ça va aider, ça peut pas être ça non plus la solution. Moi, je veux plus de policiers présents sur le terrain pour être en contact avec tout le monde, mais aussi pour arrêter les vendeurs de drogue. Parce que là, c'est qu'il a changé le marché de la vente de drogue. Là. À cette heure, ils vendent la pelule à 2, 3, 4 piastres là, que tu peux t'acheter avec une quête. Puis les gars sont en vélo électrique. Puis quand il y a un char de police qui vire le coin, eux autres, sac le cœur dans une ruelle, puis tout ça. Moi, si ça prend des policiers sur des vélos électriques pour être capable d'écaper ces gens-là, moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut adapter nos pratiques selon la manière dont la réalité du terrain a évolué. Puis, moi, je trouve que Marchand
Il était bien intéressé à parler d'itinérance dans les centres de congrès, dans des grands sommets, des choses comme ça. En parler avec Lionel Carman et avec François Legault. Mais, tu sais, parler au terrain, c'est pas quelque chose que Bruno Marchand a beaucoup fait. Puis, quand je parle parler au terrain, je pense aux résidents, je pense aux policiers, je pense aux gens du communautaire. On sait, les gens se sont tapés quand même une grosse inflation dans les dernières années, là, puis on espère que le pire est derrière pour ça, mais ça a amené plusieurs municipalités à avoir des hausses de taxes municipales, des hausses de frais de toutes sortes. À Québec, on nous a vendu que, bon, ça a été relativement modéré, plus qu'ailleurs, des hausses pas trop élevées. Mais je t'ai entendu sur une autre tribune, tu disais, oui, mais ils sont comme repris sur d'autres affaires. Donc, on n'augmente pas trop les taxes comme telles sur le compte que les gens reçoivent, mais on augmente entre autres la taxe sur l'immatriculation, on invente une taxe sur la litière achat. Donc là, il y a une série de choses comme ça qui ont été faites. C'est quoi votre position par rapport à ces mesures-là? Puis c'est quoi la vision au niveau du compte de taxes pour les citoyens? Très rapidement, la taxe Minou, là, Marchand, quand tu l'as créé, la première affaire qu'il a dit, c'est que c'est pour payer un nouveau centre à la SPA. Puis après ça, il a dit, ah non, en fait, c'est pour gérer la litière achat à l'incinérateur. Puis moi, je reviens de les rencontrer, la SPA, là, puis ils n'ont jamais vu une scène de ce taxe Minou-là. C'est comme. C'est pas vrai, là, c'est que c'est un transfert. On est surpris. Ouais. Parce que ça vient un peu de l'idée des chiens qu'on achète la médaille, ça l'aide le financement de la SPA, tout ça. Certaines municipalités qui allaient dans cette direction-là pour les chats, c'est-à-dire on va faire la même affaire pour les chats éventuellement. Mais pas à Québec. En fait, c'est une autre affaire que j'ai appris ce matin, c'est qu'à Québec, l'argent de la médaille, c'est pas pour la SPA non plus? Non, c'est pas pour la SPA non plus. En fait, le seul revenu que la SPA tire de la ville, c'est le contrat qu'on a. C'est comme la SPA, on n'a pas de fourrière municipale à Québec. On sous-traite la fourrière municipale à la SPA. Fait que on a un contrat qui est un échange de services. C'est une forme de subvention, autrement dit, que vous donnez à la SPA. C'est un contrat de service. On leur loue le service. Puis la SPA, comme telle, c'est un OSBL. C'est ça. Donc, des fois, c'est ça. C'est qu'on va chercher de l'argent par des moyens détournés. Marchand n'arrête pas de dire qu'il veut ramener des résidents dans le Vieux-Québec. Ah oui, bien, si tu as des autos dans le Vieux-Québec, là, la première vignette est rendue à 120$, la deuxième à 240$. C'est qu'on augmente le prix de certaines activités. On taxe le fait de faire certaines choses en ville. C'est comme ça que Marchand il a gardé les taxes bases. Ça, c'est-tu par mois, ça? Non, c'est mensuel. C'est annuel. Okay. C'est annuel. Tu payes une fois, mais j'ai quand même, ça coûte de payer 360$ de vignette. C'est quand même. Ben, c'est. En fait, 360$. En tout cas, puis, tu peux pas. En plus. Ben, c'est des mesures qui, à terme, font un peu ce qu'on voit à Montréal, avec le développement de 10-30 puis des banlieues. C'est qu'on, d'un côté, on prétend lutter contre l'étalement urbain, puis de l'autre, on a des mesures fiscales qui font que, pour des gens comme moi, par exemple, moi, je suis parti vivre à Lévis, pas parce que c'était un plan de vie, mais c'était qu'à un moment donné, c'était tout ça, plus le prix de l'immobilier. Je suis parti vivre plus loin. Il y a des gens qui vont même plus loin que ça encore. J'ai des amis qui sont rendus à Saint-Malachie. Il y a des gens qui vont loin maintenant pour essayer justement de garder la tête un peu au-dessus de l'eau. Fait que c'est un équilibre un peu à trouver là-dedans. Là. On peut pas dire... Il y a comme une vision un peu paradoxale, je trouve, de ça. On lutte contre l'étalement urbain, mais en même temps, on met on décourage les gens de vivre en ville, finalement. Ben, c'est ça. Fait on va chercher des tarifs de plein de façons comme ça. Fait que ça génère du revenu pour la ville, là, c'est certain. Fait que Marchand peut bien se vanter d'avoir gardé les taxes basses. La vérité, c'est qu'il s'est repayé plusieurs fois ailleurs. Quand on regarde les villes de Saint-Augustin et Ancienne-Lorette, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des villes qui sont relativement bien gérées. Les citoyens sont quand même satisfaits des mairies de leur côté, surtout à Saint-Augustin. On entend beaucoup de citoyens très satisfaits. J'ai passé récemment, j'ai trouvé que ça a changé, j'ai trouvé que ça s'est embelli énormément. C'est à côté de chez nous, c'est à côté de Québec, évidemment. Quand on regarde ça, on se dit, qu'est-ce qu'ils font ces deux villes-là qu'on ne fait pas à Québec? Puis il ne faut pas oublier une affaire. La communauté métropolitaine de Québec, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais je pense qu'on leur charge quand même cher là, à ces municipalités-là pour faire partie du regroupement. À quelque part, est-ce que les plus petites municipalités, les plus petites villes ont une certaine facilité par rapport aux grandes villes pour arriver à faire des choses qui s'approchent un peu plus du désir de la population? Ben moi, j'adore Sylvain Judeau, le maire de Saint-Augustin, puis M. Pajot aussi, Gaétan Pajot à l'Ancienne-Lorette. C'est du bon monde. Puis, je trouve qu'ils ont... c'est du monde qui ils ont vraiment les pieds sur terre, sont vraiment groundés, j'ai envie de le dire, sur la réalité des citoyens. C'est sûr que ces villes-là n'ont pas à gérer, mettons, de l'itinérance. Ils n'ont pas à gérer, notamment, c'est pas une ville où il y a des gens qui viennent faire des manifs en avant de l'Assemblée nationale puis qu'il faut que tu gères ça. Quoique,
ils ont le même service de police que nous autres. Fait que, tu sais, ils payent ça à travers l'agglomération. En fait, c'est ce que tu cherchais, c'est ça. L'agglomération, C'est c'est ça. la quote-part de l'agglomération. Tu sais, c'est qu'ils ont des défis à gérer qu'on n'a pas. Mais, tu sais, c'est des villes qui n'ont pas boudé le développement, qui ont, tu sais, Sylvain, il est très volontaire pour, tu sais, ils ont un parc industriel qui est florissant. C'est sûr qu'ils profitent, ils bénéficient, leur parc industriel, ils bénéficient de la proximité de Québec, mais ils savent tirer leur épingle du jeu là-dedans, puis être capable d'en profiter. Puis moi, je pense que, tu sais, le fait qu'on soit encore en conflit, ça, c'est une affaire, là. Tu sais, Régis Labaume, en 2021, avant de quitter, il y a eu un jugement de la Cour qui disait que la répartition de la quote-part n'était pas équitable. C'est-tu réglé, ça? Non, c'est ça, on arrive à faire. Puis là, Bruno Marchand, en arrivant, c'est regardez-moi bien, là, moi, je suis pas comme Régis, je me chicane pas avec tout le monde, là, puis ça va se placer. Mais la vérité, c'est qu'on est encore. Tu sais, on a un règlement comme intérimaire avec l'ancienne Lorette, mais avec Saint-Augustin, c'est toujours pas réglé. Tu sais, à un moment donné, oui, puis Saint-Augustin a même été nommé ville la plus heureuse au Québec, là, dans un sondage. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui font à cet endroit-là dont il faut s'inspirer. Puis Sylvain, c'est vraiment un gars de gros bon sens. Puis moi, c'est quelqu'un avec qui j'espère avoir l'occasion de travailler comme maire. La plupart des candidats ou des positions des dernières années pour la Ville de Québec, pour chacun des candidats, c'était souvent soit le tramway, soit le troisième lien. Ouais. Toi, tu l'as dit au début, je suis pour à ma connaissance, je pense que tu es le seul à être sur cette position-là. Je suis pour le tramway, mais je ne suis pas nécessairement contre le troisième lien, bien que tu as des réserves sur la version proposée par la CAQ. Je t'ai entendu dire, je pense que tout le monde est au courant que ça ne se fera pas. C'est quoi ta vision un peu par rapport à ça? Parce que nous autres, on est sur la Rive-Sud. Honnêtement, on n'a même plus le goût de venir à Québec. Ouais, je pense que c'est le cas pour bien des gens. C'est bouchonné à longueur de... Il y a quelques années, on disait, ouais, peut-être avec la pandémie, le télétravail, tout ça. Mais je pense qu'on est pas mal revenu au niveau... mais bon, il y a tous les enjeux pour le camionnage, tout ça. C'est quoi un peu ta position par rapport à ça? Bien, sur le long terme, le nombre de déplacements va toujours en augmenter. Calculer sur le temps que tu veux. Tu peux avoir un recul à un moment donné. Mais sur le long terme, tant que ta population grossit. C'est logique. Ben, c'est ça, c'est logique. Moi, le corridor central, là, comme ils l'appellent, je ne crois pas à ça pour une maudite minute. Moi, je pense que c'est fermer le fer à cheval. Ça a toujours été ça l'idée d'un troisième lien. Bon, puis il y a des contraintes techniques, c'est pas simple. Il y a un fleuve enjambé, puis tantôt, c'est le port de Québec qui va vouloir accueillir des super Panamax pour amener des conteneurs au port, puis il va falloir que ça passe en dessous de ce pont-là. C'est une réalité, mais le projet tel qu'il est présentement, il ne répond pas aux besoins. Je vois, besoin de sécurité économique, d'avoir une option s'il y a un des deux autres ponts qui vient manquer, je ne dis pas, mais il ne vient pas boucler la boucle dont on parle. Il ne règle pas le périphérique. Donc, moi, je vois des contraintes dans ce projet-là, mais il doit exister le projet. Là. On ne l'a jamais... On dirait que la CAQ, ils n'ont jamais été capables de nous le modéliser. Puis, OK, il faudrait qu'il passe là, le pont, puis il faudrait qu'il y ait telle hauteur, puis ça reviendra à tel prix. Quand on l'aura, cette information-là, on va pouvoir avoir un débat intelligent, on va pouvoir se dire go, no go. Mais tu sais, moi, j'ai des copains écologistes qui disent qu'il faut juste arrêter le développement routier, point. La vérité, c'est que tant que ta population augmente, à un moment donné, il faut que tu aies des places pour mettre le monde. C'est là que votre parti se différencie un peu plus de transition à Québec, par exemple. En fait, il faut être pragmatique, quand je le dis encore une fois. À terme, à terme, il va falloir le faire en troisième ligne. Là, même d'un point de vue de transport, par exemple, puis on peut parler de transport en commun. Moi, je ne vois pas comment on va pouvoir un jour connecter un service de transport en commun avec la Rive-Sud sans ça. Ça ne sera pas visiblement pas sur le pont de Québec. En tout cas, il y a beaucoup de gens, je pense, ont des questions sur la santé à long terme du pont de Québec. Le pont La Porte, il y a des questions qui ont été soulevées aussi avec les fameuses suspentes qui ont été changées un peu en catastrophe. Il y a une certaine inquiétude dans la population. Je pense pas qu'il y a eu un gros effort pour rassurer le monde, à part leur dire que tout est correct, circuler, il n'y a rien à voir. Fait que, à un moment donné, si on voulait relier centre-ville à centre-ville, ou en tout cas avoir une option qui permet d'aller d'un côté à l'autre de la rive, on dirait qu'on repousse ça, puis on oppose les deux affaires. Soit t'aimes les chars ou t'aimes le transport en commun, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, si on veut pouvoir partir de Lévis à la Québec ou de Québec à la Lévis en transport en commun, il va falloir qu'il y ait un autre lien un jour. C'est ça. Puis, même à ça, on serait capable de le faire passer sur Pierre-Laporte.
ce serait le transport en commun ou sur le port de Québec, ce serait quand même intéressant d'avoir une ligne à l'est. Parce que le bouclage, c'est pas bon juste pour le transport automobile ou pour le transport de marchandises. C'est comme. Il y a une logique, là. Genre, c'est une espèce de frein au développement, la façon là, de. Oui, parce que si tu n'as pas le bouclage, puis si tu n'as pas une autre ligne, faire Lévis-Beauport, c'est quoi? Ça va être 3 heures de tramway, mettons, ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Ça sera pas une solution pour tous les besoins. Maintenant, il y a un enjeu. Moi, la 20 qui jamme, là, je la comprends pas, celle-là. Là. Genre, t'es pogné sur la 20, puis t'es comme, OK, il doit y avoir un accident, il doit y avoir des travaux, tout ça. Puis à un moment donné, ça fait juste arrêter d'être Non, c'est juste à toi, Jean. Ouais, c'est ça. C'est comme, puis à un moment donné, tu t'approches, puis ça serait que, c'est bon, ben, il y a des gens qui se disent, ben, s'il y avait moins, si les voitures pour aller à Québec, au lieu d'aller là sur la 20, ils pouvaient aller par un pont qui serait à l'est. Ça serait facilitant. Moi, je dis, modélisez-moi le projet, qu'on puisse en débattre sur des vraies bases. Parce que. C'est la faute à Éric Duhem qu'on n'en débat pas, parce que lui, il l'a proposé, le lien qui fait du sens, qui rejoint l'île d'Orléans, l'extrême est de Lévis, puis l'extrême est de Québec aussi. Parce que lui a proposé ça, c'est comme un mauvais projet. Là. C'est tout ça qui se passe présentement dans la politique au Québec. Faut pas blâmer Éric, il le dit, lui, il aime ça se faire voler ses idées. Il l'a dit récemment. Non, je pense pas. Cette idée-là, elle existait indépendamment d'Éric Duhem, là, avant Éric Duhem. C'est la plus logique. Ben, c'est ça. Puis bon, maintenant, combien est-ce qu'elle coûte? Je veux dire, c'est quoi l'impact? Moi, ma crainte avec un troisième lien à liste, c'est que le plus gros point chaud de circulation à Québec, c'est capitale direction ouest. Ouais. Fait que si tu rajoutes des voitures qui arrivent par un lien à l'est. Qui est un beau bordel ces temps-ci avec les travaux. Oui, absolument. Fait que comment tu contres ça? Moi, c'est le gros point d'interrogation que j'ai sur le troisième lien, c'est le trafic sur Capitale-Ouest. Comment il vient se connecter, finalement, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Puis maintenant, ben moi, j'ai d'autres préoccupations. Moi, je milite pour qu'on ait phase 4 de Samuel de Champlain à Beauport. Moi, je pense du frein Montmorency, je l'emprunte souvent, cette autoroute-là. C'est tout le temps vite. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'un aménagement moins large, pour faire de la place à d'autres choses, se réapproprier les berges, tout ça. Comment le troisième lien joue là-dedans. Moi, je pense que en fait, le volume du troisième lien, le réseau routier actuel serait capable de l'accueillir. Mais ça prend. Montrez-moi le modèle, c'est pour qu'on soit capable d'en jaser. Mais je pense pas que, encore là, il ne faut pas avoir une approche dogmatique là-dessus parce qu'à terme, Québec est la région, la capitale nationale, puis de Chaudière-Appalaches, en fait, le Québec métropolitain est à 1 million d'habitants en 2040. Il va falloir que le monde circule. Là. Si on va du côté des infrastructures sportives, il y a plusieurs années, vous avez été quand même assez innovateur du côté de Québec en utilisant des partenariats publics-privés. Ah oui? Je pense que le plus notable que moi je connais, c'est celui du Stade Canac, où est-ce que c'est un OSBL qui s'occupe du terrain, qui est pas propriétaire, mais qui s'occupe de l'aménagement du terrain de baseball comme tel, les infrastructures, les bâtiments appartiennent à la Ville de Québec et ça s'en occupe. On a vu un peu les capitales être moins contents de la Ville cet été avec l'installation des lumières, par exemple, qui a été problématique. Eux ont même pris sur eux pour faire certains aménagements pour améliorer le stade. Mais il n'y a pas juste avec les capitales que ça a été fait. Il y a d'autres infrastructures sportives dans la Ville qui ont été faites sous forme de partenariat public-privé. C'est quoi votre vision de ces partenariats-là? Est-ce qu'elle est positive, premièrement? Puis deuxièmement, est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur à avoir plus de partenariats du genre pour augmenter l'offre d'infrastructures sportives dans le coin? Parce qu'on sent que ces OSBL-là l'entretiennent quand même bien, l'infrastructure qu'on leur prête ou qu'on leur donne. Je suis vraiment content que vous me posiez la question parce qu'on a fait plein d'affaires intéressantes à Québec. Centre Intact avec le droit de nommer, c'était la contribution, une grosse partie de la contribution de la Ville à ce projet-là, on la finance avec le fait qu'Intact soit partie prenante. Là, Bruno Marchand, il fait un centre de curling à 40 millions à Le Bourgneuf présentement, juste à la charge de la Ville. Il n'y a pas une scène qui vient du provincial, pas une scène qui vient du fédéral. L'OSBL, qui s'occupe du curling à Québec, donne le terrain puis le bâtiment de l'actuel club de curling. On a peut-être pour 4 à 6 millions. C'est la seule autre contribution qu'on a. Comment se fait qu'on n'a pas un partenaire privé impliqué là-dedans? Puis là, ça crée un problème, c'est que le curling, c'est super le fun. Puis, c'est en expansion dans le coin aussi. Oui, c'est ça. Mais dans la région de Québec, il évalue qu'il y a 700 joueurs. Puis là, on met, c'est à cause des Jeux du Canada qui s'en viennent. On met 40 millions là-dedans. On est tout seul à payer. Bruno Marchand, une autre affaire qui aime bien gros, c'est ses patinoires couvertes réfrigérées. Jean-François Gosselin en a parlé aussi. La première dont on s'est doté, c'est au Parc Victoria, c'est la Fondation du Canadien de Montréal pour l'enfance, Bleu, Blanc, Rouge. Ils ont payé la réfrigération, je pense. C'est ça, la glace en tant que telle.
Mais là, tu sais, celle de Duberger, la ville la paye tout seul. C'est des projets qui peuvent coûter jusqu'à 10 millions. Ils veulent en faire une par arrondissement. Moi, en voyant ça, première affaire, moi, j'ai travaillé pour Québécois. Avoir été maire, je leur ai appelé Pierre-Carl Pelado. Je leur disais, hey, Pierre-Carl, Molson vient d'aller mettre son logo là, à 1 kilomètre de ton aréna. You mad? Une patinoire Vidéotron, ça ne te tenterait pas à quelle place tu veux qu'on mette. Béton Provincial vient d'installer son siège social à Québec, déménager de Matane jusqu'à ma blonde à Québec. Ça donne bien la base de ça. C'est du béton. Il y aurait-tu un partenariat à faire? Moi, un stade Trudel. On pourrait appeler ça le strudel. Mais tu sais, c'est comme, il faut être capable, il faut être innovant. Puis Bruno Marchand ne veut pas aller là. Il ne veut pas se tourner vers le privé. Puis ça, Régis Labaume n'hésitait pas à le faire. Puis moi, comme maire, j'ai vraiment l'intention d'aller là souvent. Ouais, c'est l'héritage un peu de votre parti, parce que c'est une partie de Régis Labaume que tu as hérité, veux pas. Puis est-ce qu'on a quand même entendu dire que certaines autres municipalités ont fait des patinoires couverts, mais ça a coûté quand même pas mal moins cher que celle de la Ville de Québec? Est-ce que c'est vrai, premièrement? Et pourquoi ça coûte plus cher le faire à Québec que le faire à Stoneham, par exemple? Oui, Saint-Jérôme, eux autres, ils ont payé une palette, ça leur a coûté 12 millions, je pense. C'est vraiment cher. Stoneham, ils l'ont fait pour un petit peu autour de 2 millions. Exact. C'est le chiffre que j'avais en tête. Je n'étais pas sûr, mais je suis content que tu le dises. Là, j'essaie de me rappeler que Michael Lancet du Soleil faisait un dossier récemment sur c'est qui déjà qui fait des aménagements temporaires avec des auvents et des toiles, puis ça coûte quelques dizaines de milliers de dollars. Puis bon, il faut que tu démontes à la fin de l'année, mais tu sais, c'est comme... Mais quand même. C'est vrai que couvrir la patinoire, ça permet d'allonger la saison, puis ça avait plus de jours de glace. Encore que quand il fait beau, il n'y a personne à patinoire couverte parce que le monde n'a pas envie d'aller se mettre à l'ombre pour patiner. Là, ça, on le voyait cet hiver au Stade Victoria. Mais tu sais, moi, je trouve que des patinoires à 10 millions à la seule charge de la ville, ça commence à faire de l'argent. Puis, tu sais, on n'investit pas beaucoup dans le maintien de nos actifs dans les arénas. Je pense qu'il manque d'heures de glace aussi dans la région de Québec. Je me trompe-tu quand je dis quelque chose comme ça? Oui, absolument. Puis il manque d'heures. En fait, il manque le patinage libre. C'est que les glaces sont tellement réservées pour le hockey puis pour différentes ligues que quelqu'un qui veut juste aller patiner, c'est rendu dur de se trouver une place. Là. Moi, je pense qu'il faut accroître l'offre, mais il y a cette tendance-là des politiciens. Ah, puis il y en a une qui parle de ça de ce temps-là, puis je l'adore pour ça, Catherine Fournier. C'est qu'on veut du neuf, on veut couper des rubans, on veut annoncer des nouvelles affaires, puis on n'investit pas assez dans le métier d'actif parce que ça, c'est pas sexy, ça, c'est pas le fun. On met beaucoup d'argent dans nos patinoires, puis on n'investit pas pour maintenir ce qu'on a. Puis une dernière affaire que je vais ajouter, curling, 40 millions, bon, c'est belle fun, ça va faire plaisir au monde du curling, mais ça crée aussi une espèce de sentiment où tout le monde finit par penser que son loisir à lui, la ville doit lui offrir l'équipement. Là, à toi conseil, on a la pétanque, on a le pickleball, on a le croquet. Il y avait un club de croquet au Centre Ferland qu'on est en train de rénover, puis là, ils n'auront plus de place, puis là, il faudrait que la ville, on leur fournisse. C'est grave. Tu sais, à un moment donné, on peut pas. Ça peut pas être la ville qui se substitue au privé pour fournir toute l'offre de plateaux sportifs. Mais moi, je pense qu'il faut faire des partenariats. Puis ça prend un maire qui croit à ça. On l'entretient tire à sa fin tranquillement, Claude, parce qu'on ne veut pas prendre trop de ton temps, mais j'aurais le goût de terminer sur une petite note positive, parce que, tu sais, quand il y a une campagne, on soulève les problèmes et tout ça. Puis il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est la fameuse journée de la réconciliation avec les peuples autochtones. Dans ton programme, parce que je ne sors pas ça de nulle part, dans tes engagements, il y a quelque chose de le fun, parce qu'à Québec, souvent, des fois, on entend parler de ces sujets-là, puis c'est un peu loin de nous autres parce qu'on a l'impression que les relations avec Wendake puis avec les Autochtones à Québec sont parmi les meilleures, sans dire que c'est parfait, mais par rapport à ce qu'il y a ailleurs au Canada puis au Québec. Puis tu proposes là-dedans d'organiser avec Wendake une commémoration d'envergure internationale pour les 500 ans de l'avenue du Jacques-Cartier à Québec. Je te laisse en parler, ça m'intrigue. Oui, bien, il y a une idée. La journée où on se parle, cette émission est enregistrée le mardi 30 septembre 2025. Ce matin, dans le journal, il y a un groupe d'entrepreneurs de Québec qui parle d'attirer l'exposition universelle à Québec, là, comme on l'a eu à Montréal. Moi, je fais un lien avec ça, c'est que moi, je pense, on a eu le 400e à Québec, ça a été un moment important de fierté et d'unité pour la ville. Je pense dans une ville de l'ampleur de Québec, avoir un événement de cette ampleur-là aux 25 ans, une fois par génération, ce ne serait pas exagéré. Je voyais 500 ans. Jacques Cartier, son premier hiver à Québec. Puis quand on était enfant, on parlait de cet endroit, de ce moment-là comme la découverte du Canada. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une découverte. Là, ils ont rencontré les Autochtones. Mais on sait aussi qu'ils auraient tout claqué, la gang à Cartier, s'il n'y avait pas les Autochtones pour leur faire la fameuse tisane là, qui les empêchait de du scorbut. Fait que moi, je pense qu'il y a de quoi à souligner là, puis qu'on pourrait le faire en partenariat avec Wendake. Moi, Pierre Picard, que j'adore, le grand chef de Wendake,
dit quelque chose. Tu sais, Claude, Wendake, là, c'est une des seules places au monde où il y a des milliers de Blancs qui viennent à chaque jour pour travailler pour des Autochtones. Tu sais, à Wendake, ils sont entrepreneurs, ils réussissent à développer des choses intéressantes, extraordinaires. Puis, tu sais, on se développe pas dos à dos de notre communauté autochtone. Ici, à Québec, on fait des choses ensemble. Puis moi, je pense que ça doit être célébré. Alors, c'est pour ça là, que je propose cette idée-là. Puis, un 500e, des 5 centièmes, en Amérique du Nord, on n'en a pas encore fêté beaucoup. Non. Pour des raisons évidentes. Là, ça des serait chances comme... que les premiers soient chez nous. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense que ça pourrait être quelque chose un projet stimulant pour l'avenir. Puis, juste pour vous donner une idée, le 400e, la Société du 400e qui a eu lieu en 2008 avait été créée en 98. Fait que si on a un événement pour 2035, ce serait le temps qu'on commence à s'organiser aujourd'hui. C'est cool, c'est intéressant. Ouais. On va suivre ça, puis évidemment, Si comme McCartney est d'habitude... encore en vie, on pourra le faire venir. Oui, c'est ça, exact. Donc, évidemment, comme d'habitude, on invite les gens à aller voter le jour de l'élection. Puis, s'ils ont aimé ce qu'ils ont entendu, d'aller sur votre site web, aller consulter les engagements. On n'a pas parlé de tout. On ne peut pas parler de tout en 1 heure, mais je pense que ça a donné une bonne idée. Je te laisse le mot de la fin si tu veux t'adresser aux auditeurs. Je vous remercie sérieusement. C'était un incontournable pour moi qu'on puisse se parler durant la campagne, puis à travers vous parler à vos auditeurs. Puis, tu sais, je le sais, quand je viens ici, je sais qu'on part pas en état d'accord sur tout, mais je pense qu'il y a une espèce de... en se parlant, on se rend compte qu'on a plus en commun qu'on pense. Fait que, Exact. Excellent. très content, merci pour ça. Merci.